Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Économie plurielle 1996 à 2013. Dirigé par Henri Panhuys. La collection Économie plurielle a pour ambition de développer le pluralisme dans les sciences sociales et particulièrement en économie. Cet objectif est devenu aujourd'hui une nécessité tant du point de vue des faits que du point de vue des théories et des paradigmes relevant du domaine de l'homme. Leur cloisonnement s'avère être un obstacle à l'interprétation des mutations en cours. L'irruption et la diffusion de la société de l'information et de la connaissance ainsi que l'importance de la culture, du sens et des croyances dans les pratiques d'acteurs suppose un changement radical dans l'épistémologie des sciences sociales et humaines. Dans ce but, la collection se veut aussi un lieu de dialogue et d'échange entre praticiens et théoriciens de toute origine et de tous horizons. Conformément à l'étymologie grecque du vocable économie, oikonomia est un composé de oikos égale maison et nomos égale loi qui désigne l'art d'administrer la maison, d'en gérer les biens et ressources de toute nature. La collection entend aussi relier par une approche transversale, holiste, les multiples sphères d'activité et de savoir humain. Elle entend enfin, en référence à son dérivé écoumène du grec oikoumne égale terre habitée, rassembler, de manière œcuménique, dans un universalisme sans frontières, la pluralité des spiritualités grâce auxquelles les pratiques et productions humaines font sens. Symbole de la collection, le lotus rose. De la Méditerranée à l'extrême Asie, de l'Égypte pharaonique à la Chine taoïste en passant par l'Inde bouddhique, le lotus est dans ses multiples manifestations et colorations, au profane comme au sacré, un symbole de vitalité, de pluralité, de créativité. En particulier, le lotus rose, ou Padma, est un emblème solaire et de prospérité dans l'iconographie indienne. Avec ses 8 pétales significatifs des 8 directions de l'harmonie cosmique, il est une manière d'offrande à la vie. C'est d'ailleurs cette fleur symbolique qui constituait le fondement du logo du réseau Sud-Nord Culture et Développement, dont notre collection est l'héritière directe. C'est pourquoi nous la reprenons désormais comme symbole d'ouverture au monde, à la connaissance, la paix et la démocratie. Série Socio-économie et culture. HPANHUYS, MM. MUDJIR et PM. Mulumba 2013. L'économie sociale et solidaire dans le basculement du monde au nord et au sud. De l'entrepreneuriat institué au partenariat situé, 274 p. Monsieur LUYCKXGHISI, 2012, surgissement d'un nouveau monde. Valeurs, vision, économie, politique, tout change. Bref. F. Le Marchand. Réédite. Alphée 2010. Ségodin 2010, le mythe de la finance. Essai sur l'extase de la valeur, GRELULCO, 283 p. DMANDILOU 2008. L'économie de partage en Afrique. Vaincre la pauvreté par l'intégration, GRELULCO, 174 p. DMANDILOU, SD 2008, la dette africaine. L'état des savoirs, GRELIDEAL, 201 p. AM. Alcolea 2006, pratique et théorie de l'économie solidaire. Un essai de conceptualisation. Bref. CRV et JCBURETH, 397 p. HPANHUYS, 2004, la fin de l'occidentalisation du monde? De l'unique au multiple, GRELULCO Réseau SN Culture et Développement, 536 p. HZAOUAL, 2002, du rôle des croyances dans le développement économique. Bref de Eslatouche, USTLILLEGRELULCO, 626 p. Monsieur LUYCKXGHISI 2001, au-delà de la modernité, du patriarcat et du capitalisme. La société RE accent aigu enchanté? Bref. Prigogine, prix Nobel Chimie 1977. Ouvre Select. Club de Rome GRELULCO, 216 p. HPANHUYS et HZAOUAL, SD 2000, diversité des cultures et mondialisation. Au-delà de l'économisme et du culturalisme, ouvre Col. RE accent aigu S. Cultulco, 214 p. S. Latouche, F. Nora,
HZAOUAL, 1999. Critique de la raison économique, introduction à la théorie des sites symboliques. Bref. Akremer-Marietti, Col. Épistémologie et philosophie des sciences, 125 p. HZAOUAL, édition 1998, La socio-économie des territoires. Expérience et théorie. Colloque GRELULCO, mai 1997, 352 p. BKHERDJEMIL, SD 1998, Mondialisation et dynamique des territoires, 218 p. BKHERDJEMIL, HPANHUYS et HZAOUAL, SD 1998, Territoire et dynamique économique. Au-delà de la pensée unique. Acte colloque GRELULCO, 228 p. LALEYE, HPANHUYS, TVERHELST, HZAOUAL, SD 1996, Organisations économiques et culture africaine. De l'Homo economicus à l'Homo situs. Col, Études africaines, RE_S. SN Culte. Dev Univ. Saint-Louis du Sénégal, 500 p. Série Gestion et culture. Gedoku SD 2011, Territoire et entrepreneuriat. L'expérience des villes entrepreneuriales. Bref. JPDEBOURSE, 319 p. Gedoku, Monsieur Baudou, Monsieur Roger Dermil. L'accompagnement managérial et industriel de la PME. L'entrepreneur, l'universitaire et le consultant. Bref. JDEBOURSE, 292 p. Série Histoire et Société. JMAUBAME, Les bêtis du Gabon et d'ailleurs, 2002. Tome 1 Site Parcours et Structure, 273 p. Tome 2 Croyances et coutumes, 292 p. Coord. Par FPNZENGUEMA et HPANHUYS. Bref. BMV Hondo Postef. FP. NZENGUEMA, Univ du Gabon GRELULCO. Série Histoire et politique. Monsieur Habibi 2004. L'interface France-Iran 1907 à 1938. Une diplomatie voilée. Bref. P. Milza. Ouvre Coord. Point par HPANHUYS, Ulco IEP, Paris 404 p. FPNZENGUEMA, 1998. L'État au Gabon de 1929 à 1990. Le partage institutionnel du pouvoir. Col. Études africaines, 239 p. Série Récits et témoignages. P. David 2007, Niger en transition. Souvenirs et rencontres 1960 à 1964, 303 p. 50 Roussatira Gall 2005, Rwanda. Le droit à l'espoir. Orcol, 356 p. HH Infante, Pseud. 2002, Conte sémitique de Tanger. Papillon bleu, 249 p. Série Lire le site. TVERHELST 2008, Des racines pour l'avenir. Culture et spiritualité dans un monde en feu, bref. A. de Souzenel, Postef. HPANHUYS, Ulco 449 p. HZAOUAL 2006, Les économies voilées du Maghreb. De la technique à l'éthique GRELULCO, 295 p. HZAOUAL 2005, Socio-économie de la proximité du global au local, Ulco 189 p. Série Droit et Société. A. de Rollin, SM. Ould Abdallahi Gello, SD 2009, Droit, Culture et Minorité Univ. D'Artois, du Havre et GRELULCO. Collabore. AUF, 387 p. A. de Rollin, SD 2006, Situation d'urgence et droits fondamentaux, Univ. Artois, GRELULCO. Collabore. Agence Univ. Francophonie, AUF, 334 p. Ouvrage. Publication brésilienne. Ouvrage publié 2003 à 2006. Parallèlement à la collection Économie plurielle publiée en français aux éditions L'Harmattan,
des ouvrages participant de la même perspective pluraliste et transdisciplinaire, a été initié en langue portugaise au Brésil en collaboration avec le professeur Michel Thiollent, directeur de l'Institut COP à l'Université fédérale de Rio de Janeiro, UFR, qui en a assuré la traduction du français en portugais ainsi que la mise en forme informatique et la publication par des éditeurs brésiliens. HPANHUYS, 2006, do Desenvolvimento Global aos Sítios Locais. Uma Crítica Metodológica à Globalização, édit. E-Papers, Rio de Janeiro, 146 p. HZAUUAL, 2006, Nova Economia das Iniciativas Locais. Uma Introdução ao Pensamento Pós-Global, DP et à Editora, Rio de Janeiro, 258 p. HZAUUAL, 2003, Globalização e Diversidade Cultural, et Cortés, São Paulo 119 p. Par ailleurs, un ouvrage destiné à être édité en français en Belgique en 2014 aux Editions Territoire de la Mémoire a déjà été imprimé en portugais par son auteur en 2012, en Belgique, Hortut Editions, avant d'être prochainement édité au Brésil. Christine Legends, 2012 Frechal. Quilombo Pioneiro no Brasil. Impressao Carrégraphique, 191 p. Pref de Futar et HPANHUYS. Collection Économie plurielle. Ouvrage en prévision 2014 à 2018. Autour de l'Homo situs. Hommage à Hassan Zaoual, ouvre-colle, éventuel. Site et kamikaze. Figure de la dissidence sociale, HP. La lutte contre la pauvreté en Afrique, SDHP. Action marocaine de développement humain. Mémoire d'avenir, HP. La renaissance africaine à l'horizon 2050, HP. Géopolitique de développement des Guyanes. Du local au global, SDHP. Vivre en plurivers perturbé. Chronique nomade. HP. Avertissement au lecteur. Les positions prises et les opinions émises dans cet ouvrage n'impliquent ni approbation ni désapprobation de la part des universités, institutions et collectifs d'associations auxquels il est fait référence. Elles n'engagent que la seule responsabilité de ses auteurs. De manière à assurer la cohérence globale de l'ouvrage quant à ses orientations, sa forme et son contenu, l'ensemble des textes qui le composent a fait l'objet de nombreuses discussions, lectures et corrections successives par les trois auteurs. Toutefois, après accord commun, la version finale en a été confiée à Henri Panui, son concepteur et rédacteur principal. Introduction. Le CONOMIE social et solidaire dans le CONOMIE mondial. Un changement de paradigme. Henri PANHUYS. 1. Le CONOMIE social REVIS, ITEE. Cet ouvrage rassemble un ensemble de textes élaborés à partir de travaux, conférences, missions et constats que les trois auteurs ont effectués au fil de leur parcours professionnel, en particulier au cours des années 2007 à 2012 sur le thème de l'économie sociale et solidaire et du développement local au titre de diverses institutions publiques, nationales ou internationales, associations et universités. Ils s'appuient également sur leur expérience pluridécennale en tant que praticiens-chercheurs polyvalents du développement local, ayant œuvré sur de nombreux terrains, principalement africains et européens. Ils connotent les rapports complexes qui se nouent ou se dénouent à tout niveau, du local au global et réciproquement, au nord comme au sud et à l'est, entre les trois pôles majeurs de l'organisation et du fonctionnement de l'économie mondiale. Le pôle en effondrement possible, sinon probable, mais encore globalement dominant de l'économie capitaliste de marché, ECM, le pôle en refonte inéluctable de l'économie administrée d'État et de services publics, EAP, le pôle en redéploiement et reconfiguration indispensable de L', économie sociale et solidaire, ESS. C'est évidemment ce troisième pôle qui fait, hic et nunc, l'objet central de notre préoccupation commune. Et pour cause, loin d'être marginal, au rabais et entièrement à part, l'ESS est une économie enchâssée, en rehaussement et à part entière, couvrant pratiquement tous les domaines d'activité et tous les aspects de la vie quotidienne. Véritable galaxie, elle est composée d'une multitude d'entités évolutives,
de base, forme, nature, taille, origine, fonction et influence extrêmement diversifiées selon les contextes. De plus, les relations de l'ESS et de ses entités, tant en leur sein qu'entre elles et avec les composantes des deux autres pôles, sont éminemment variables dans le temps et l'espace. Elles esquissent les multiples figures d'une alter-économie plurielle, juste et durable, c'est-à-dire réenchâssée dans le culturel, le social et l'écologique, au service des humains et non du seul profit et de l'argent, ainsi que d'une nouvelle géopolitique du sens à l'échelle des individus, des peuples, des territoires, des nations, des régions, des continents, du monde. Elles s'inscrivent en outre dans le cadre du surgissement d'un nouveau monde caractérisé par la montée en puissance des facteurs immatériels, savoir, information, valeurs, culture, croyance, cosmovision, motivation, représentation, imaginaire, sentiment, désir, rêve, joie, souffrance, angoisse, etc., dans les systèmes de production, d'échange, de consommation et de gouvernement des groupes humains, sociétés, entreprises et États. La problématique globale de l'ouvrage que nous soumettons à la réflexion critique des lecteurs revient en fait à l'interrogation fondamentale suivante. Au regard des statuts, rôles et missions effectivement assumés par le secteur public, par les entreprises privées lucratives et par les organisations privées non lucratives, l'ESS est-elle une réponse satisfaisante aux défaillances de l'économie capitaliste de marché, ECM, ainsi qu'aux insuffisances de l'économie administrée publique, EAP ? Dans l'affirmative, laquelle ? Avec quels acteurs ? Sur quelle base et avec quelle finalité ? Dans quelle mesure et selon quels critères ? Avec quels enjeux ? À quelles conditions et avec quels moyens ? Dans la négative, le questionnement dépasse le cadre de la seule ESS, en particulier de l'entrepreneuriat social institué, pour déboucher sur celui, infiniment plus vaste et complexe, du partenariat situé entre acteurs se trouvant dans d'inégales conditions ou dans des contextes différents et qui plus est, animés par des visées, des motivations, des intérêts et des besoins distincts, sinon divergents ou contradictoires. On s'engage alors dans un champ qui n'est plus celui du seul débat scientifique mais du combat politique, soit pour réguler le système capitaliste dominant, soit pour le réformer, ou bien encore, plus radicalement, pour le subvertir. Et dans cette dernière perspective, il s'agit ni plus ni moins de mettre l'expertise scientifique et professionnelle au service des organisations et mouvements sociaux antisystémiques susceptibles de démanteler le système capitaliste globalisé dans ses différentes dimensions, pour le remplacer par une socio-économie mondiale humaniste, pluraliste et démocratique. C'est l'enjeu du XXIe siècle. 2. Composition de l'ouvrage. Pour aborder l'ESS dans toute sa complexité, sa diversité et ses singularités au X Nord-Est et au X Sud-Est, nous procéderons en 3 parties composées chacune de 3 chapitres. Dans une première partie, nous tenterons d'en présenter de manière aussi ordonnée et synthétique que possible un panorama d'ensemble dans sa réalité multidimensionnelle au nord et au sud. Le chapitre 1, de caractère descriptif, terminologique et quantitatif, fournira un bref aperçu de sa situation globale actuelle et de ses spécificités les plus immédiatement notables aux différentes échelles, régionales, nationales, continentales, mondiales. Le chapitre 2, à dominante plus sociologique et culturelle, en retracera le conditionnement historique et institutionnel, bien différent selon les contextes, que l'on soit au X Nord-Est ou a fortiori au X Sud-Est de la planète. Rétrospective qui permettra d'en recenser les références et particularités parfois lointaines, les vertus et dérives fréquemment expressives de capacités et résistances contradictoires ou insoupçonnées, les finalités et valeurs fondamentales pour l'avenir. Le chapitre 3, à visée plus stratégique et opérationnelle, en dégagera les cadres, indicateurs, principes et conditions de redéploiement et de reconfiguration de manière aussi édifiante et proactive que possible. Cette première partie devrait donc contribuer à en apprécier la portée réelle, sinon imaginaire, dans la socio-économie plurielle en émergence et à en déceler les principaux enjeux dans la société post-industrielle et post-matérialiste, voire post-capitaliste, en gestation. Dans une deuxième partie, nous examinerons successivement différentes formes d'organisation et de fonctionnement de l'entrepreneuriat social, d'abord en Belgique, dans la région de Bruxelles-Capitale, ensuite en Afrique septentrionale et subsaharienne, enfin plus particulièrement au Bénin. Ainsi, après avoir présenté un panorama d'ensemble du dispositif socio-institutionnel destiné à favoriser l'emploi dans la région bruxelloise,
région marquée à la fois par la proportion élevée de population immigrée, plus de 40%, un important chômage des jeunes, par une pauvreté croissante, par un déficit budgétaire structurel et par une situation problématique au cœur de la Belgique et de l'Europe qui en fait un enjeu politique et territorial majeur. Le chapitre 4 polarisera son attention sur une entreprise sociale significative. Une île de initiative locale de développement de l'emploi, 6 dans l'une des 19 communes de la région bruxelloise, Schaerbeek, spécialisée dans la récupération et la remise en état de fonctionnement de matériels informatiques usagés grâce à la formation-emploi de travailleurs de toute origine, non qualifiés mais en quête d'emploi valorisant. Puis, sur la base d'une connaissance acquise sur le terrain de nombreuses socio-économies du continent africain, le chapitre 5 traitera du rôle et des modes d'organisation des socio-économies dites informelles dans les sociétés africaines contemporaines. Ce qui permettra d'en dégager les principaux apports et limites à la renaissance africaine pressentie. Quant au chapitre 6, il fera une radiographie contextuée d'une entreprise sociale multifonctionnelle au Bénin, le Centre béninois d'appui aux initiatives de base, CBDIBA, à Boïcon, ville commerciale du sud du pays. Radiographie de terrain dont la lecture est révélatrice des visées, ressources, pratiques, dérives et contraintes spécifiques d'une entreprise sociale parapublique endogène dans un petit pays africain à gouvernance politico-institutionnelle bien problématique. La troisième partie sera consacrée à une mise en perspective réciproque de l'entrepreneuriat institué et du partenariat situé entre acteurs associatifs, publics et privés au nord et au sud. Afin de déboucher sur une problématique concrète, nous procéderons de façon plus empirico-inductive qu'hypothético-déductive sur la base d'un travail réflexif, de l'expérience accumulée et de l'observation des pratiques in situ. À cet effet, le chapitre 7 partira d'un projet en cours de réalisation de développement local et d'appui aux petits entrepreneurs de la commune de Kasavubu, ADELO, l'une des 24 communes de Kinshasa, la capitale de rez-de-chaussée, pays stratégique au centre du continent africain. Sur la base des analyses précédentes, le chapitre 8 posera ensuite les jalons d'une problématique et d'une méthodologie de passage de l'entrepreneuriat social institué au partenariat situé instituant. Ceci, dans le cadre d'un développement local décentralisé, c'est-à-dire participer d'égal à égal entre acteurs en situation issus des différentes sphères d'économie, en particulier entre secteur associatif et secteur public. Ce qui, du même coup, fournira les premiers éléments d'une grille de lecture et d'application de l'entrepreneuriat social mieux adaptée aux exigences d'un tel partenariat tant au nord et au sud qu'entre nord et sud. Enfin, pour clôturer ce dossier, le chapitre 9 mettra brièvement l'accent sur les modalités de gouvernance et de négociation des entreprises sociales et solidaires répondant le mieux aux exigences fondamentales d'un partenariat situé et d'un développement local performateur. Quoique forcément exploratoire et non exhaustive, notre approche se veut néanmoins opératoire et décloisonnante tant au plan de la réflexion que de l'action. Elle sera donc conduite selon 3 axes entrelacés, socio-économique, socio-institutionnel, socio-culturel. Ceci, sur la base de sites concrets et de faits significatifs localisés pour l'essentiel en Europe et en Afrique, et en nous appuyant sur plusieurs schémas et tableaux ainsi que sur un large éventail de notes explicatives et d'ouvrages de référence utiles. Le débat qu'elle suscite pourrait porter préférentiellement sur la nécessité stratégique de mise en œuvre de modalités d'application des principes de proximité et de territorialité, de formativité et d'employabilité, de culturalité et d'économicité, de spécificité et de contextualité, d'efficacité et de durabilité, de visibilité et de crédibilité, de responsabilité et de réciprocité, de subsidiarité et d'interactivité résiliaire. Et par-dessus tout, d'entrepreneuriat et de partenariats sociaux situés, c'est-à-dire exercés par des acteurs et actrices situés, de la situation en situation, en réponse à des besoins qui ne sont pas ou ne peuvent être correctement satisfaits, ni par le CM, ni par l'EAP. Pour alléger le texte principal et en faciliter la lecture, nous invitons le lecteur à se reporter en fin de certains chapitres aux notes et commentaires qui les concernent, et en fin d'ouvrage à la volumineuse bibliographie générale. PREMIERE partie. Panorama d'ensemble de l'ESS au nord et au sud. Chapitre 1.
Situation actuelle de l'ESS mondiale. Henri PANHUYS. 1. Les 3 POLES d'organisation et de fonctionnement de l'ECONOMIE mondial. Très schématiquement, on peut considérer que l'économie mondiale est organisée et fonctionne autour de 3 pôles ou sites majeurs. Le pôle capitaliste, le pôle public, le pôle solidaire. Le premier pôle a pour facteur S et acteur S dominant S, le capital et les capitalistes, et pour objectif principal, le profit. Son rapport social déterminant est économique, de compétition marchande et d'exploitation de l'homme et de la nature. Son mode majeur de gouvernance économique est capitaliste de marché, avec ou sans régulation de ce dernier susceptible d'assurer ou non un équilibre entre offre et demande. Nous désignons cette économie par le sigle ECM. Le deuxième pôle a pour facteur S et acteur S dominant les États, en ce compris les autorités publiques infra, supra ou internationales habilitées, et pour objectif principal l'intérêt général et ou le service au public. Son rapport social déterminant, de nature politique, est de citoyenneté et ou de sécurité civile. Son mode majeur de gouvernance économique est d'administration publique. Nous désignons cette économie par le sigle EAP. Le troisième pôle qui nous intéresse ici au premier chef a pour acteur S et facteur S dominant la personne et le travail humain créateur et répartiteur de richesses matérielles et immatérielles, accomplis en commun par des coopérateurs solidaires, organisés sur la base de liens, besoins et ou intérêts communs. D'où aussi les adjectifs communal ou communaliste, à connotation socio-territoriale et politico-administrative, préférables à ceux de communautaire ou communiste trop idéologisés. Son objectif principal est la production du lien social et culturel à travers la production de biens et services par le, et au bénéfice du, plus grand nombre, en particulier des plus démunis. Son rapport social déterminant, d'ordre davantage culturel au sens large, est de solidarité sociale et culturelle. Nous désignons cette économie par le sigle ESS. En fait, pareille approche tripolaire transpose en termes actuels la distinction établie il y a un demi-siècle déjà par François Peyroux entre 3 grands types d'économie, marchande, publique, solidaire, confère. Peyroux cite 1960. Et bien avant lui, dans son fameux ouvrage publié en 1944 sur la Grande Transformation, Karl Polanyi avait clairement désigné cette tripolarité de l'économie par les adjectifs marchande, redistributive, réciprocitaire. Bien évidemment, ces 3 économies sont plus ou moins enchevêtrées, très composites et évolutives dans le temps et dans l'espace. Elles présentent chacune une multitude d'entités distinctes. De plus, leurs relations entre elles sont éminemment fluctuantes, tantôt complémentaires, tantôt conflictuelles, avec de multiples chevauchements, basculements ou dévoiements. Les forces et dynamiques qui bouleversent actuellement le monde en sens divers rendent malaisées, incertaines, toute prévision quant à leur avenir à court, moyen et long terme. Cependant, tout porte à croire que l'ESS est appelé à jouer un rôle accru dans les transformations à venir. Le schéma qui suit résume notre propos dans la perspective de l'émergence incontournable d'une alter-économie plurielle, durable, démocratique, régulée et réenchâssée au plan social, politique, institutionnel, culturel et écologique. Donc située. Les 3 POLES de l'ECONOMIE mondial. 2. Terminologie LIEES à l'ESS. Toutefois, dès qu'on se limite à des sites géosociaux plus localisés, à des contextes juridico-institutionnels, politico-administratifs ou historico-culturels plus particuliers, d'autres termes et critères de définition sont utilisés. A fortiori, les spécificités sont-elles accentuées entre pays du Nord, pays du Sud et pays de l'Est, de civilisations et de traditions différentes, aux trajectoires différenciées. Ainsi, aux États-Unis parle-t-on du non-profit sector ou d'independent sector, ce qui correspond aux voluntary organizations anglaises. Dans les pays latins d'Europe, il est question d'économie sociale tout comme en Amérique dite latine où l'on parle volontiers d'organisation d'economia popular ou d'economia solidaria. En Belgique, marquée par une coupure socio-institutionnelle discriminatoire, on fait une distinction nette entre secteur marchand et non marchand, confère. Monsieur Mudjir, chap 4. En Allemagne, avec le mot Gemeinwirtschaft, on privilégie l'aspect communautaire. Dans de nombreuses situations,
Il pourra s'agir aussi d'économies d'échange non marchands ou non monétaires. À cet égard, le cas des SELLETS sera examiné plus loin, voire d'économie réciprocitaire. Karl Polanyi, Oblative, confère l'économie du don analysée par Mauss, Godelier et Caillé, ou encore d'économie familiale domestique, confère Semeyasu, 1975, et son mode de production domestique, tandis qu'au prix d'amalgame souvent regrettable, on parlera au segment négatif du spectre, d'économie parallèle, clandestine, voire frauduleuse, mafieuse ou criminelle. Dans les pays du Sud, outre les multiples formes instituées héritées de modèles occidentaux ou autochtones, la formule généralement utilisée est celle d'économie informelle, c'est-à-dire sans formalité au sens anglais ou sans forme reconnaissable au sens français. De façon sans doute incorrecte mais commode, le BIT la qualifie aussi de secteur non structuré, SNS. Introduit par l'anthropologue anglais Caart dans une étude sur le Ghana en 1971 et popularisé par le BIT dans un rapport sur le Kenya en 1972, le mot informal ouvrait à l'analyse et à l'action un champ jusqu'alors ignoré par les théories du dualisme économique, social et culturel en vogue depuis l'ère coloniale, Arthur Lewis et autres. Fondé sur une prétendue dichotomie entre secteur dit traditionnel et secteur dit moderne, ces théories défendaient la thèse selon laquelle le développement du secteur moderne, en particulier l'industrie, absorberait la main-d'œuvre. Il n'en fut rien. D'autant que l'industrialisation était chétive, l'économie extravertie, que les projets dits de développement étaient parachutés, conçus de par l'extérieur, donc en général inappropriés et inappropriables en raison des différences de logiciels symboliques et matériels des récepteurs. Or, malgré l'écart entre offre et demande de travail, le chômage n'a pas augmenté au rythme de la démographie, de l'exode rural et de l'urbanisation poussée. Le paradoxe n'est explicable que par l'éclosion salutaire d'une économie dite informelle, génératrice d'emplois, de revenus, de flux financiers, matériels et immatériels, d'innovation sociale, technique et culturelle, de liens économiques et sociaux. Quant à l'Europe de l'Est post-soviétique, à côté et au sein même de l'économie étatisée ou privatisée, existe une économie encore massivement informelle, voire mafieuse, sa population étant peu encline à s'organiser en coopératives qui lui rappelleraient la collectivisation forcée de l'Ancien Régime. Ce n'est que récemment, notamment sous l'influence occidentale et d'une progressive rénovation interne, qu'a émergé une économie sociale à dominante associative, coopérativiste ou mutualiste. 3. Composantes et CARACTERISTIQUES de l'ESS. Le tableau 1 de la page 26 montre de façon aussi ordonnée et synthétique que possible les principales composantes et caractéristiques actuelles de l'ESS au nord et au sud avec ses finalités essentielles, ses faiblesses et dangers, ses organisations parallèles, complémentaires ou concurrentes. Ce tableau paraît suffisamment explicite pour ne pas devoir nécessiter un commentaire détaillé. Néanmoins, il appelle certaines observations de fond. Le quatuor d'entités juridico-institutionnelles des pays du Nord comporte bien sûr de nombreuses correspondantes dans les pays du Sud. Mais, comme toute forme de développement transposé, voire imposé, du Nord au Sud, celles-ci n'ont pas toujours été couronnées de succès, ni sanctionnées par une implantation durable et autonome, à moins d'avoir connu un profond refaçonnage local leur conférant maîtrise et sens. Ainsi le principe d'un homme, une voie, appliquée en particulier aux coopératives issues de l'histoire multiséculaire de l'individualisme occidental, fait-il largement fi des affinités et appartenances de type communautaire, ethnique, confrérique, régionale, religieuse, etc., en vigueur dans la plupart des sociétés du Sud. Ici, sans nier aucunement les capacités et nécessités de libre arbitre, d'initiative et de leadership entrepreneurial des personnalités individuelles, les solidarités mécaniques d'appartenance communautaire l'emportent encore souvent sur les solidarités organiques d'adhésion sociétaire contractuelle individuelle. En particulier, les sociétés africaines et arabes témoignent de la prégnance des appartenances familiales, lignagères, ethnotribales, ecclésiales, confrériques et ou régionales ainsi que des obligations, interdits et dépendances qui s'y rattachent. Ce qui, soit dit en passant, pose la problématique fondamentale de passage à des formes endogènes d'organisation et de modernité qui tout à la fois s'appuient sur les forces de cohésion sociale et les ressources potentielles que ces appartenances recèlent mais en dépassent les contraintes, instrumentalisation,
corruption et ou prédation socio-économique, culturelle, écologique et morale qu'elles entraînent. De plus, quoique bien présentes, les valeurs d'égalité, de liberté, d'équité, de qualité, de responsabilité ne s'y expriment pas de façon analogue, tant il est vrai que les contextes, codes culturels et rapports sociétaux y sont spécifiques. Et n'en déplaise aux tenants d'un égalitarisme et d'un individualisme abstrait, ces valeurs ne balaient pas les références identitaires et communautaires. Au contraire, elles se potentialisent réciproquement comme viennent encore de le rappeler avec force argumentation et manifestation les populations des DOM, départements français d'outre-mer, qui ont paradoxalement en apparence refusé de se laisser imposer un statut d'autonomie régionale jugé pour l'instant désavantageux pour eux au sein de la République française. Pas davantage, les défenseurs d'un communautarisme sectaire et manipulateur ne peuvent contenir les forces émancipatrices d'un individualisme libertaire et libérateur. Car c'est évidemment à travers le processus d'individuation et l'imagination active, si bien analysé par C.G. Jung et ses disciples, que pourraient être libérées les capacités créatrices des inconscients individuels et collectifs. Par ailleurs, on ne peut passer sous silence les organisations parallèles, complémentaires ou concurrentes à de l'ESS. À commencer par les syndicats qui assument davantage un rôle de défense des travailleurs affiliés et de revendication sociale et salariale face au patronat ou à l'État, que d'auto-organisations socio-économiques et de formation professionnelle des exclus du système d'emploi salarié dominant. Néanmoins, on enregistre au fil des 2 dernières décennies un processus de transformation réaliste du syndicalisme qui, de plus en plus, négocie avec le secteur privé et l'État les réformes socio-économiques nécessaires, allant même jusqu'à proposer des projets novateurs de reconversion des systèmes de formation-emploi et de création de nouvelles modalités et filières techno-économiques de production et de services. Pour autant, les relations entre syndicats et composantes de l'ESS, en particulier de celles dites informelles, demeurent encore souvent relativement timides ou hésitantes, sinon distantes, voire parfois tendues, leurs fondements, objectifs et modes d'action en différant assez largement. Toutefois, en dépit de spécificités parfois affirmées, toutes ces organisations manifestent une tendance à converger dans leurs visées et démarches avec, voire même à rejoindre, les mouvements sociaux réformateurs, altermondialistes ou anticapitalistes plus radicaux. Comme en témoigne l'un de ses principaux acteurs, Gustavo Macia, dans son ouvrage de synthèse sur l'altermondialisme 2011. Quant aux congrégations, églises, confréries religieuses, elles jouent un rôle qui, loin d'être purement caritatif ou prosélyte, est souvent essentiel par ses apports sociaux, éducatifs, culturels, politiques, éthiques et spirituels. Au risque, il est vrai, dans de nombreux cas, de devenir des instruments de manipulation des consciences et de captation des ressources de leurs adeptes au bénéfice univoque de certains de leurs responsables ou de leur clergé avides de richesses à extorquer et de pouvoir à exercer sur des âmes crédules. En outre, il faut compter avec les organismes officiels d'aide et d'assistance sociale, qu'il s'agisse des DAS et DRAS, Directions départementales et régionales d'action sanitaire et sociale françaises ou des CPAS, Centres publics des actions sociales de chaque commune, belge par exemple, avec leur personnel de travailleurs sociaux dont les compétences et performances irremplaçables ne sont malheureusement pas toujours reconnues à leur juste valeur, en raison notamment du rôle ambigu et ambivalent qui est souvent le leur, celui-ci étant par essence intermédiateur, voire plus loin Chap 3.3.4. D'autre part, on se doit de mentionner les programmes et projets de développement, notamment dans les champs socio-économiques et éducatifs, financés par l'APD, Aide publique au développement, et conduits avec l'appui d'agences, sociétés d'intervention et ou d'ONG spécialisées, même si trop souvent cette aide au développement prend l'allure d'un marché de dupes, d'une assistance déresponsabilisante pour ne pas dire d'un système d'aide au sous-développement et à la dépendance, confère. Eurolin 1980 ou Demoyo, 2009. Enfin, pour terminer, rappelons le rôle des diasporas en particulier maghrébines et subsahariennes, dont les apports financiers, matériels, sociaux et affectifs constituent un complément souvent indispensable à la vie des familles demeurées au pays d'origine, montant jusqu'à 7 fois supérieur à l'APD. Toutefois, étant davantage destinés à la consommation qu'à la production, ces apports contribuent à perpétuer un système globalement insoutenable à terme et à en différer dans le temps, les explosions sociales et autres qu'il est inéluctablement conduit à générer.
Tableau 1 composantes et CARACTERISTIQUES de l'ESS. 4. Panorama quantitatif de l'ESS en Europe, entre 2002 et 2008. Déjà malaisé à définir en toute rigueur dans ses diverses modalités, l'ESS est difficile, voire impossible, à mesurer avec précision tant est grande la variété des entités qui la composent et des trajectoires de chacune d'elles. Quant aux informations qui la concernent, elles sont dispersées, imprécises, hétérogènes. Il est néanmoins possible d'en fournir un panorama quantitatif approximatif en termes de nombre de structures, d'effectifs, salariés, sinon bénévoles, de contribution au PIB, produit intérieur brut. Les tableaux 2 et 3 rassemblent les données disponibles pour la période 2002 à 2008 au niveau infrarégional, en l'occurrence, région Nord-Pas-de-Calais, nationale, ici la France, européen. L'Europe des 25 comporterait actuellement quelques 3 millions au moins d'entreprises sociales, toutes catégories confondues. Elle serait composée majoritairement, disons à 80% d'entre elles, d'associations, de plusieurs centaines de milliers de coopératives, 15% peut-être dont la majorité dans les domaines agricoles et artisanal, de quelques dizaines de milliers de mutuelles, pour beaucoup en matière de santé et de retraite, de quelques milliers de fondations. Soit environ 10% du nombre total des entreprises européennes, tous objets, statuts et tailles confondus, TPE, PME, TGE. Elles occuperaient quelques 20 millions de salariés employés à temps plein, ETP, équivalente à environ 8 à 12% de la main-d'œuvre salariée totale selon les pays, sans compter les millions de travailleurs bénévoles dont le potentiel de travail est encore plus difficilement évaluable. Elles y contribueraient à quelques 10% environ du PIB européen. Notons cependant qu'au pays de l'argent roi et du néolibéralisme triomphant, les États-Unis, les fondations sont proportionnellement au chiffre de population, en nombre de plusieurs fois supérieur à celui des nations européennes, la France en particulier. Ceci tient à des raisons multiples, historiques, démographiques, fiscales, culturelles, socio-religieuses et politiques, etc. Les citoyens fortunés y pratiquant volontiers un mécénat à but social, scientifique et ou communautaire. Tableau 2. REPARTITION territorial, du Quatuor ESS en France et Europe. Tableau 3. Salariés du Quatuor ESS France et Europe 2003. Le tableau 3 montre qu'avec un effectif employé de 8,9 millions de salariés, ETP, soit quelques 8% du total des salariés européens, le Quatuor de l'ESS de l'Europe des 15 contribuait en 2003 à environ 8% du PIB total de cette même Europe. On notera qu'avec l'Europe des 25, en 2008, ces chiffres sont très supérieurs, atteignant au total 20 millions de salariés, soit plus ou moins 10% du total des emplois et 10% du PIB global, voire tableau 2. La crise aidant, depuis 2008, ces pourcentages sont évidemment appelés à croître. Quant aux femmes salariées de l'ESS, elles sont en nombre croissant dans toutes les structures et notamment majoritaires dans les associations, de l'ordre de 70% des effectifs. On pourra trouver dans les recensements du CESE, Comité économique et social européen, accessible au siège et sur Internet, dont nous n'avons pu encore prendre connaissance, un panorama quantitatif et qualitatif plus complet et récent de l'économie sociale de l'Europe des 27, pays par pays. À ces chiffres, il faudrait ajouter les millions de travailleurs bénévoles, assidus ou occasionnels, dont l'évaluation des effectifs ETP et des activités est encore plus difficile à établir, tant en termes quantitatifs que qualificatifs, volume, nature, productivité, effet, etc. Ainsi, on évalue à 150 000 le nombre de travailleurs bénévoles de l'ESS belge 2010, ce qui, comparé aux 350 000 emplois salariés de celle-ci, soit 10% de la population active totale, représente un volume de travail assez considérable. Information radiophonique RTBF 2011 de Fourny. 5. Estimation par continent de la population active dite informelle. Elle est encore plus difficile à cerner. D'autant qu'il y a de l'informel dans le formel, y compris au sein de l'État, et du formel dans l'informel. Le tableau 4 qui suit fournit une estimation très grossière de l'importance relative par continent de la population active de l'économie dite informelle. Les pourcentages de cette population active sont évidemment très variables et approximatifs selon les pays, régions et secteurs. Ainsi,
des pays comme le Bénin ou la rez-de-chaussée sont probablement informalisés à plus de 95% de leurs emplois, toute activité comprise. Et même dans un pays aussi administré, légaliste et développé que la France, on estime que peut-être 20% de la richesse produite ne serait pas enregistrée et proviendrait sans doute d'activités informelles, domestiques et autres. La crise actuelle favorise l'extension de l'informel sous toutes ses formes, vertueuses et vicieuses. Tableau 4. MPORTANCE relative, de l'ECONOMIE dit informel par continent. Chapitre 2. Conditionnement SOCIOECONOMIQUE, historico-culturel et POLITICOINSTITUTIONNEL de l'ESS au nord et au sud. Henri PANHUYS. L'ESS actuel ne vient pas de rien. Pas plus que la Vénus de Botticelli surgit d'une mer nourricière ou que l'Aphrodite indienne Lakshmi, sortie de l'océan de lait, barattée par les dieux Deva et les titans Asura, créateurs du cosmos et pourvoyeurs de l'ambroisie, Amrita, source d'éternité, l'ESS n'est né spontanément. OX Nord-Est, comme OX Sud-Est, elle est l'héritière d'une longue et tumultueuse histoire dont elle porte les marques indélébiles. Résultat de lutte, de résistance et d'innovation sociale, toujours spécifique, contextuée, elle est aussi la matrice de nouvelles solidarités à enfanter. 1. OX Nord-Est. Sans remonter aux époques gréco-romaines et à leurs hétéries, associations aristocratiques religieuses exerçant un pouvoir politique, on peut considérer que l'ESS occidentale, et plus particulièrement européenne, s'est constituée au fil de 4 périodes distinctes. La première couvre le Moyen-Âge et la Renaissance. La deuxième, les XVIIIe et surtout XIXe siècles en liaison avec l'essor du capitalisme industriel et de l'urbanisation. La troisième, le XXe siècle qui consacre institutionnellement l'existence d'un tiers secteur structuré quoique protéiforme, où l'économie est en principe mise au service de l'homme et non l'inverse, face à, ou à côté de la double puissance de L'. État centralisateur, administrateur, protecteur, formateur, législateur, planificateur ou inversement manipulateur, prédateur, contrôleur, dictateur, et du capitalisme accumulateur. La dernière, actuelle et transitoire, de redéploiement et de reconfiguration pour faire face à une crise mondiale inédite dans l'histoire de l'humanité. 1.1. Période médiévale et renaissante. On se limitera ici à rappeler quelques faits, organisations et contextes significatifs parmi d'autres. Groupement de producteurs ruraux et urbains, par exemple fruitière du Jura au XIIIe siècle, regroupant des paysans éleveurs pour la transformation du lait en fromage. Apport des communautés monastiques et d'ordres religieux à but social, humanitaire et écologique, les franciscains et les bénédictins notamment ayant été des groupes porteurs de progrès. Les charities anglaises, les fraternités latines ou celtes. Les sociétés de secours mutuel et d'assistance au XIVe siècle et suivants, en particulier lors des grandes famines et épidémies, avec édification des hôtels-dieux localisés hors la ville ou le long des cours d'eau pour éviter la contamination. Forme de solidarité née dans le cadre des mouvements socio-religieux du XVIe siècle, répondant à des changements socio-économiques et culturels profonds. Le soulèvement paysan allemand des Holzschuhe, sabots de 1524 à 1525, conduit par un prêtre révolutionnaire converti au protestantisme, Thomas Münzer, consécutif à la traduction de la Bible en langue vulgaire par Luther ayant permis au peuple de s'en approprier le message évangélique, égalitariste, pour se libérer de l'oppression dont il était victime, est à cet égard exemplaire. Comme l'a montré avec une incomparable érudition Bronislaw Germek dans un ouvrage de référence, La potence et la pitié, les grandes orientations d'assistance comme de répression sociale prises par les pouvoirs centraux, les autorités municipales ou religieuses à l'égard des plus démunis, pauvres, handicapés, mendiants, chômeurs, vagabonds, délinquants, etc., qui ont marqué les siècles dans les pays occidentaux jusqu'à nos jours pratiquement datent du XVIe siècle, confère en particulier Hop.Cit. Germek, sous-chapitre 3, pp 230 à 262. Dans une perspective à la fois globale et rétroprospective, on pourra également se référer aux passionnants ouvrages de Majid Ranma, économiste, écrivain, ancien diplomate et ministre d'Iran sur la puissance des pauvres, v. Biblio. 1.2. Période d'efflorescence de l'ESS au XIXe siècle.
L'ESS se déploie au XIXe siècle en réaction à la montée en puissance du capitalisme industriel et des États-nations. Elle constitue une réponse fondamentale à la question sociale provoquée par le surgissement de l'économie capitaliste en tant que système dichotomique de production, d'échange et de consommation opposant à toutes les échelles détenteurs du capital, capitalistes et fournisseurs du travail, prolétaires. Confortée par les transformations concomitantes et les révolutions politico-sociales préalables, notamment anglaise 1688, américaine 1776, française 1789 et belge 1830, de même que par les courants de pensée égalitaristes, rationalistes, humanistes, créatifs ou utopistes, issus des Lumières et du romantisme, elle se caractérise par un pluralisme socio-institutionnel, idéologique et géo-accent-aigu-culturel, associé à une diversité d'inspirations religieuses et philosophiques, catholiques, protestantes, laïques, franc-maçonnes, socialistes, communistes, etc. En témoigne l'efflorescence des formes spécifiques d'associations de producteurs, de consommateurs et de citoyens précurseurs des coopératives et mutuelles. En Angleterre d'abord, avec R. Owen 1771 à 1858, premier concepteur de la coopération moderne, après son expérience de construction d'un nouveau monde moral à la tête de la filature de coton de New Lamarck en 1791, amélioration de la condition ouvrière, refus du travail des enfants, éducation des travailleurs et de réalisation des villages d'harmonie. Aux États-Unis, de 1824 à 1828, il fonde en Grande-Bretagne un réseau de 350 coopératives, une bourse d'échange et une organisation regroupant les syndicats ouvriers annonciatrices des futures internationales ouvrières. En Angleterre toujours, les pionniers de Rochdale, bourgade contiguë de Manchester, jumelée maintenant avec la ville de Roubaix, victime comme elle de la mort de l'industrie textile. Fondateur en 1844 d'une coopérative de 40 ouvriers dont 28 tisserands et formulateur des principes de coopération toujours en vigueur. Égalité, liberté, justice, équité. En France, avec P. Bucher, 1796 à 1865, médecin, d'abord séduit par les thèses égalitaristes radicales du révolutionnaire Babeuf, puis adepte de la doctrine de Saint-Simon fondée sur la compétence et le mérite, et non sur la propriété, il crée en 1834 la première coopérative ouvrière française des bijoutiers en doré. En Allemagne, avec F. W. Raiffeisen 1818 à 1888, créateur en 1854 à Eddorf de la première coopérative d'épargne et de crédit, Darlingkassen-Verein, fondée sur une logique d'aide à soi-même, Selbhilfe et non d'aide extérieure, de proximité, village, quartier, de responsabilité solidaire, de non-distribution des excédents, ceci étant destiné à un fonds de réserve indivisible et des '. Universalité, des activités en réponse aux besoins essentiels des membres. Au Canada ou à Desjardins, 1854 à 1920, inspiré par le crédit coopératif de Raiffeisen, promeut des caisses populaires d'épargne-crédit qui à leur tour essaimèrent dans tous les continents. En atteste aussi en France le florilège d'organisations de vie et de travail en commun plus ou moins utopistes ou paternalistes. Tel le phalanstère amoureux de C. Fourier, 1772 à 1837, bien éloigné du système collectiviste prôné par le socialiste Louis Blanc ou le coopérativiste Robert Owen, mais associant néanmoins un habitat collectif, avec services de vie et de restauration en commun et le travail en alternance dans des activités multiples pour quelques 1500 personnes. Telle aussi la première épicerie sociale coopérative créée à Lyon par M. Derion. Tel surtout le familistère de Guise fondé dans l'Aisne par le maître serrurier, J.B. Gaudin, 1817 à 1888. Association coopérative de capital et de travail de 2000 associés, multifonctionnelle et productrice d'appareils de chauffage et de cuisine dans le cadre d'une entreprise mondialement connue à la fin du siècle, le familistère accordait un rôle fondamental à l'instruction et à l'apprentissage des associés revêtant d'un aspect autant moral que professionnel. Il anticipait ainsi certains préceptes de notre approche cytologique. Pas de technique sans éthique, de formation sans information et transformation, ni de science sans conscience, d'alliance sans confiance et transparence. L'illustre enfin la British and Foreign Anti-Slavery Association créée à Londres en 1823 par les abolitionnistes protestants britanniques, laquelle peut être à bon droit considérée comme l'ancêtre des ONG contemporaines.
En revanche, cette économie sociale bourgeonnante fut supplantée par l'économie privée triomphante, ECM, et par celle d'État, EAP. D'une part, la bourgeoisie conquérante voyait d'un mauvais œil cette prolifération d'associations d'acteurs autonomes, responsables, agissant spontanément sur la base de relations directes, horizontales. D'autre part, ces acteurs se tournèrent vers l'État pour obtenir sa protection à travers une législation sociale sécuritaire et réglementaire, au point d'être progressivement absorbés dans un système normé de solidarité verticale globale et de perdre le rôle économique si caractéristique de la bien nommée économie sociale et solidaire. Pareil abandon signa la fin de la multifonctionnalité économique, sociale, politique et culturelle des premières associations de travailleurs. L'économique fut dissocié du social au détriment de l'ESS et de son identité, mais au bénéfice de la régulation par le marché et ou de la réglementation par l'État. La plupart des coopératives de production arrivèrent à extinction au début du XXe siècle, tandis que seules subsistèrent les coopératives d'épargne, de crédit et de consommation. À moins que, séduites par les sirènes du profit, certaines d'entre elles ne soient progressivement devenues des entreprises plus ou moins capitalistes marchandes, oublieuses de leur objectif social initial. Le consumérisme et la marchandisation subvertirent par là même la notion de solidarité, laquelle évolua dès lors d'une dimension horizontale de type relationnel spontané vers une dimension verticale descendante imposée, l'État devenant l'organisateur d'une solidarité administrée à l'échelle nationale. Ce processus est particulièrement affirmé en France, le jacobinisme structurel pyramidal, héritier du centralisme monarchique, n'étant guère favorable à ce type d'entité libre et autonome, organisée en réseau de relations horizontales. D'ailleurs, l'associationnisme interdit par la fameuse loi Le Chapelier de 1791 ne fut toléré, mais avec force contrôle par l'État, qu'à partir de 1852 sous l'empire de Napoléon III. 1.3. Prolifération, institutionnalisation et légalisation de l'ESS au XXe siècle. Le XXe siècle européen a été marqué par une institutionnalisation des 4 formes principales d'ESS. Associations, coopératives, mutuelles, fondations. Parmi elles, certaines entités, sous couvert de leur statut social, se sont muées par la force des choses, tantôt en entreprises plus ou moins marchandes de type capitaliste, cas notamment de plusieurs coopératives de production ou de certaines fondations en manque de ressources, tantôt en entreprises semi- ou parapubliques plus ou moins sous-traitées ou subventionnées par l'État, cas de nombreuses associations, mutualités ou fondations. D'autres par contre ont diversifié leurs finalités et modalités sociales sans se laisser assujettir ni subjuguer par l'attrait du gain, de la notoriété, du statut ou de la médiatisation trop souvent recherchée par certains responsables d'associations. Dans tous les cas, la mise en forme juridico-institutionnelle généralisée, légalisée, est l'une des caractéristiques majeures de l'ESS occidentale. Au point que la techno-superstructure fonctionnaire l'emporte largement sur la socio-infrastructure populaire. En effet, à force de vouloir tout définir, réglementer, spécialiser, contrôler, on a multiplié les structures, niveaux et formes d'organisation à fonctions spécifiques, les publics, pour ne pas dire les clientèles, destinataires étant eux-mêmes catégorisés, ciblés, selon des critères étroitement spécifiés. Le résultat en est un inextricable maquis institutionnel, un invraisemblable saucissonnage de la réalité et des prestations sociales qui rendent problématique, voire impossible, toute approche globale et concertée des différents acteurs, laissant alors les publics cibles dans un cruel désarroi. À moins que poussés par le besoin, les plus débrouillards d'entre eux ne déploient leur énergie à la recherche, tantôt de formations-emplois plus occupationnels que productifs, tantôt d'aide sociale et financière auprès des organismes habilités, ou bien encore de ressources acquises par voie détournée, délictueuse ou criminelle. 3 modes de sécurisation socio-économique s'offrent ainsi à eux. Celui de la réinsertion socio-professionnelle avec le risque de désertion par manque d'accompagnement de qualité, premier cas. Celui du recours à la vache à lait assistentielle de l'État avec l'éventualité de tarissement par restriction budgétaire et réglementaire, deuxième cas. Celui de l'illégalité ou de la délinquance avec l'issue de pénalités à payer, de travaux dits d'intérêt public, mais pas souvent formateurs et réhabilitants à effectuer ou de emprisonnement aux frais de l'État et des citoyens honnêtes, troisième cas. Néanmoins,
la multiplicité des dispositifs d'aide mis en œuvre par les autorités publiques européennes témoigne du souci effectif, et non purement formel, des États et pouvoirs politiques d'assurer une protection sociale aussi large et ciblée que possible aux plus démunis, ce qui est guère le cas de la plupart des États du Sud, en particulier africains, ceux-ci étant souvent trop fragiles, sans ressources, peu organisés et expérimentés pour assumer une telle fonction, laquelle est alors confiée à des collectivités territoriales dites décentralisées, à des communautés de base ou des ONG ne disposant guère des moyens et capacités pour l'exercer avec l'efficacité souhaitable. En France, c'est la loi de 1901 qui régit les associations, avec une législation particulière de 1908, supprimée en 2003 pour l'Alsace sous influence germanique. En 1945, on assiste à l'éclosion des mutuelles sociales complémentaires à la Sécu créées la même année dans le prolongement des acquis sociaux du Front populaire de 1936. Notons à cet égard que les mutuelles de santé trouvent leurs origines modernes dans les sociétés de secours mutuels du XIXe siècle, puis dans la charte de la mutualité adoptée en 1898. Le Code de la mutualité de 1945 définit la mutuelle comme « société qui, dans l'intérêt de leurs membres ou de leur famille, met en œuvre une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide ». Le nouveau Code de la mutualité de 2001 ne remet pas en cause cette définition, mais en élargit le champ d'application. En 1982, la loi Rocard regroupe dans l'ESS le trio Association coopérative mutuelle tandis que la loi Fabius de 19 février 2001 sur l'épargne salariale définit l'entreprise solidaire. Plus récemment, une loi votée en 2008 a remplacé et réaménagé le RMI, revenu minimum d'insertion, par le RSA, revenu de solidarité active. Mais en 2013, crise et déficit obligent à changement probable. Quant à elles, les fondations y conservent un statut un peu à part, n'ayant jamais eu la faveur du grand public français comme elles ont pu l'avoir aux États-Unis ou pour des raisons sociologiques, juridiques et fiscales, elles ont proliféré grâce notamment au mécénat de grands capitalistes sociaux libéraux, Rockefeller, Ford, etc. On y compterait plusieurs dizaines de milliers de fondations, soit 5 fois plus ou moins qu'en France proportionnellement au chiffre de population. Situation qui n'est en rien paradoxale eu égard aux deux courants dominants de l'ESS occidentale, la tendance latino- et germano-européenne orientée vers l'entrepreneuriat social collectif et le mouvement coopératif, mutualiste et associationniste, la tendance américaine et anglo-saxonne beaucoup moins étatiste, plus libérale et philanthropique, davantage vouée aux services rendus par les fondations, trusts et organisations de charité. Ce qui dénoterait qu'au pays de la liberté d'entreprise et de l'hypercapitalisme, l'esprit communautaire et caritatif y est contradictoirement plus poussé qu'à celui des droits de l'homme et de la laïcité républicaine. Les raisons en sont largement historico-culturelles et socio-religieuses, les citoyens fortunés n'hésitant pas à pratiquer un mécénat à but social, scientifique et ou communautaire, à l'instar de Bill Gates donnant une partie de sa fortune pour la lutte contre le sida. En revanche, cette divergence de contexte sociétal et de comportement a un coût social et financier. Alors que la France connaît un déficit abyssal de sa sécurité sociale, elle maintient contre vent et marée une couverture sociale universelle. À l'inverse, aux États-Unis, le puissant lobby capitaliste des assurances fait obstacle à la réforme présidentielle d'Obama, lequel vise à doter une assurance santé tous les Américains, et en particulier les 32 millions, soit environ les 15 à 20% de la population qui n'en bénéficie pas. On doit le féliciter d'avoir réussi à faire voter par le Congrès la loi permettant cette réforme majeure. Reste à la faire appliquer, ce qui est loin d'être gagné en raison de l'opposition farouche de la droite républicaine conservatrice. Toujours est-il qu'en France, on peut considérer qu'en 2006, 80% des agriculteurs sont organisés en coopérative tandis que 56% des placements effectués sont collectés par des banques coopératives. Par ailleurs, 63% des assurances complémentaires y relèvent des mutuelles, 90% des établissements pour personnes handicapées et 45% des maisons de retraite y sont gérées par des associations, chiffre Alterna. Econ, Op. Site 2009. Cette réalité de fait et de droit serait de nature à justifier le plaidoyer d'un réformateur socialiste comme à Montebourg,
en faveur de ce qu'il appelle un capitalisme coopératif susceptible de valoriser au mieux les ressources locales et régionales dans le cadre d'espaces territoriaux démondialisés. En Belgique, le secteur associatif, ASBL, coopératif et mutualiste, mutuelle chrétienne, socialiste, libérale, etc., proliférant, emploie entre 14 et 10% des effectifs salariés selon qu'on inclut ou exclut l'enseignement libre d'obédience confessionnelle et qu'on prend ou non en compte la nébuleuse satellitaire des piliers socio-politico-syndicaux avec leurs filiales si caractéristiques de la société belge. En outre, dans chaque type d'entité, on y distingue une variété de statuts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.